Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation du projet Paddle en processing, mais cette fois en version 2 avec ma nouvelle petite EasyLib. Je vous propose qu'on réalise l'objet Paddle. Pour ceci, vous allez ici dans Tab et vous faites un New Tab, d'accord, et vous lui donnez pour nom Grand Paddle, donc avec un grand P, car c'est un objet Paddle. Donc Paddle, c'est un sprite qui va se déplacer, c'est une image qui se déplace, il va avoir besoin de vitesse, de position, de fait, il va hériter, donc extends, de ma bibliothèque EasyLib, qui contient quoi? Un objet qui s'appelle Entity. Donc on va faire class, donc c'est une classe Java, Paddle, donc l'objet Paddle, extends, donc il va hériter de ma Easy Entity. Donc c'est une entité, si vous préférez. Donc avant de construire le paddle, regardons de quoi a besoin le paddle. Donc le paddle a besoin de se déplacer, donc il aura besoin de vitesse. Il a besoin de se déplacer de façon horizontale, soit vers la gauche, soit vers la droite, et il ne peut pas dépasser la fenêtre. De fait, on va créer des variables qui vont contenir la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre et la vitesse du paddle. D'accord ? Et pour ça, on va donc créer des variables soit publiques, donc qui sont accessibles de n'importe quel module par rapport à Paddle, soit privées, elles ne sont accessibles que dans la classe Paddle. De fait, les amis, on va ici créer une variable un peu spéciale qui est une publique, donc elle est accessible de n'importe quel module, statique final int. Alors qu'est-ce que c'est que ce jargon? On va créer une variable final int, donc une constante de type entier. Donc c'est une variable final int constante. Et statique, donc ce mot statique signifie qu'en fait cette variable a une particularité. Elle est contenue non pas dans la classe qu'on va construire ensuite, mais dans la classe générique, dans la classe Paddle. C'est une variable de classe. Donc elle est disponible dans tous les objets qu'on construira à partir de Paddle, parce qu'elle appartient à Paddle. C'est une variable statique. Donc ici, je crée une variable statique, donc qui appartient à Paddle. D'accord, la classe générique Paddle, c'est une public static final int, et je mets moveLeft 10. Donc vous mettez le nombre que vous voulez, ça correspond. Donc c'est plus facile de retenir moveLeft que retenir 10, c'est ça que ça veut dire. D'accord, on va créer une variable qui est une constante qui appartient à Paddle, et on lui donne la valeur 10, et on l'appelle moveLeft. Donc quand vous trouverez que le Paddle se déplace vers la gauche, on appellera la variable moveLeft. De même, le Paddle risque de se déplacer vers la droite, on va créer une variable statique qui donc appartient à Paddle, une constante, donc finale, de type entier, int, qu'on appelle moveRight, vous mettez le nombre qui va bien. Mais non, essayez de prendre un moveRight différent de moveLeft, ça sera plus simple. De fait, j'ai donc ici deux variables un peu spéciales qui sont publiques, donc elles sont accessibles de l'extérieur, mais elles sont statiques, donc elles appartiennent à Paddle. Chaque objet que vous allez créer à partir de Paddle aura demeure deux variables que sont moveLeft, que sont moveRight. D'accord? Donc par contre là on va créer une variable float de type private, donc elle n'est pas accessible de l'extérieur, elle n'est contenue que dans l'objet que vous allez créer, donc private, float, speed module. Bon, on définira la vitesse de notre paddle dans cette variable. Et enfin, on va mémoriser dans deux variables que sont private, int, donc des entiers, la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Pourquoi? Parce que le paddle ne peut pas dépasser l'aire de jeu, il faut donc le bloquer soit à gauche, soit à droite. Il est donc nécessaire d'avoir la dimension de la fenêtre. D'accord? Alors, Processing propose deux variables globales que sont la largeur et la hauteur du size de la fenêtre que vous allez créer. On va essayer de faire autrement, on va essayer de moduler nos projets, d'accord? Donc on va essayer de créer une classe qui n'ait pas besoin de variables globales de l'extérieur. Donc tout ce qu'on lui fournit à l'objet, il est contenu dans cet objet. Donc, on va essayer de moduler la chose. Donc on fait un module, si vous voulez. Donc on va construire le paddle. Donc le paddle, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer la largeur et la hauteur de votre fenêtre. Donc on fait un constructeur, paddle, un unique constructeur, paddle, c'est un constructeur, et vous lui passez en argument ici la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Et maintenant on va construire le entité. Donc vous vous souvenez dans la vidéo que je vous ai fait la dernière fois, pour créer une entité, il faut lui passer la position X, la position Y et l'image de l'objet que vous allez créer. Donc on va positionner le paddle en largeur de la fenêtre divisé par 2. Donc selon les X, on fait largeur de la fenêtre divisé par 2. En position Y, on prend la hauteur de la fenêtre moins 50 pixels. Donc le paddle se situe en bas de l'écran. Donc je prends la hauteur de la fenêtre et je retranche moins 50 pixels. Et je vais chercher grâce à mon Asset Manager, qui est un objet global, d'accord, à mon projet. Donc l'Asset Manager, c'est lui qui gère les assets, donc les ressources. Je lui demande de récupérer, donc get image, l'image qui correspond à l'étiquette paddle. D'accord? Et bien en sortant de super, vous avez construit votre entité. Ok? Maintenant, on va mémoriser dans Paddle les dimensions de la fenêtre en faisant 10.screenWidth. Donc screenWidth, c'est quoi? C'est la largeur de la fenêtre. C'est des variables ici. Alors, pour éviter
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on pourrait écrire ceci, il n'y a aucun souci avec ça, mais pour pas qu'il y ait d'ambiguïté qui est l'une, qui est l'autre, en général on met 10 qui correspond à l'objet paddle, donc 10, donc le paddle, à une variable, screen width, qui dit screen width. D'accord? Donc la largeur de la fenêtre, on la mémorise dans une variable largeur de la fenêtre. De même, on va créer une variable qu'on a créée au-dessus, on va lui poser maintenant à l'intérieur de cette variable l'auteur de la fenêtre. Donc on fait screen width égale screen width. Et on va définir la vitesse du paddle, ici, 350 qui est la vitesse. Ok? Maintenant, donc là, en sortant d'ici, j'ai construit un paddle. Donc le paddle est construit. Maintenant, il faut le faire bouger. Donc pour le faire bouger, on va utiliser la méthode update. Donc la méthode update, je vous rappelle, elle sera appelée à chaque frame. Donc à chaque frame, on met la méthode update. On lui passe la période de rafraîchissement de notre jeu. Donc ici le dt. Si je suis à 60 images par seconde, dt vaudra 1 divisé par 60. Donc je reçois le temps qui passe. Et bien je demande à mon entity de se mettre à jour. Je fais super. Donc super se réfère par rapport à l'entité. D'accord? Donc je fais super.update. Mets-toi à jour par rapport à la vitesse, par rapport à la position. D'accord? Par rapport à dt. Donc l'entité reçoit le temps dt, il va de fait calculer la position nouvelle en fonction du temps qui passe. Donc il va faire que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, et donc il va faire cette petite équation pour positionner le temps par rapport à vitesse. Ok les grands? Et en x, et bien c'est en y. Donc grâce à super.update, eh bien mon entité va bouger. Donc il ne faut pas oublier de faire super.update pour que l'entité, mais le paddle est une entité, il faut qu'elle bouge. Et de même, le super.update va remettre à jour le rectangle de collision. Donc tout se met à jour. Il faut, en faisant super.update, vous bougez votre objet par rapport aux équations mathématiques. Donc la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. D'accord? Donc il va mettre ça à jour. Et il va mettre également à jour le rectangle de collision. Car il connaît son rectangle parce qu'on l'a défini dans la construction. Il faut bloquer le paddle soit à gauche, soit à droite. Donc c'est mes petits tests ici. Donc si je récupère le côté gauche de mon entité. Donc vous vous souvenez, on a des méthodes getter et des méthodes de setter. Donc get, je récupère le côté gauche de mon paddle. C'est le get left. Donc dans le get left, j'ai la position en X de mon paddle. Si la position X devient négative, c'est que mon paddle sort de la gauche de mon écran. Il faut que je le bloque à gauche. Comment le bloquer? Eh bien là, on va prendre maintenant une méthode set. On va faire set left, positionne le côté gauche à 0. De fait, il n'ira pas plus loin que le côté gauche de ma fenêtre. Je fais la même chose sur le côté droit. Donc je récupère la position X du côté droit de mon rectangle. Donc get right, c'est la position X de mon côté droit du rectangle. S'il est plus grand que la largeur de la fenêtre, mais ce que je fais un set right, je positionne ce côté droit au maximum de ma fenêtre en largeur. De fait, grâce à ces deux tests et grâce à ces deux set left et set right, mon paddle, c'est sûr, il ne sortira pas de ma fenêtre. Il sera bloqué à gauche en 0, il sera bloqué à droite avec la largeur de la fenêtre. Donc c'est hyper important. Donc le update va me permettre de mettre à jour l'entité, donc le paddle, parce que le paddle est une entité, et je pourrais ainsi bloquer, grâce à mes deux tests ici, le paddle soit à gauche, le paddle soit à droite. Il faudra mettre le paddle en mouvement, d'accord? Eh bien, on va créer une méthode qui s'appelle move. Et on va lui passer quoi à ce move? Eh bien, soit le paddle ira vers la gauche, soit le paddle ira vers la droite. Tout dépendra de ce que je vais passer en référent. Donc, je vais passer une direction, un entier, qui sera... Quelle sera la direction? Eh bien, en fait, la direction sera soit le paddle move left, soit le paddle move right. Et comment obtenir la direction par rapport à la classe paddle? Eh bien, on va appeler les deux constantes statiques de paddle que sont move left, move right. Comment? Eh bien, il faut référencer ces deux variables avec l'objet paddle. Donc, vous écrivez paddle, c'est l'objet paddle, c'est la classe paddle, et la classe paddle possède elle-même deux variables de classe que sont move left, move right. Vous faites paddle.moveLeft. Donc si la direction égale paddle move left, eh bien il faut que mon paddle se déplace vers la gauche. La classe entity possède des méthodes qui permettent de positionner la vitesse. Il y a une méthode qui s'appelle setSpeeds avec un S. En X, vous lui donnez la vitesse selon les X, et en Y, donc le premier argument c'est la position selon les X, le second argument c'est la vitesse selon les Y. Donc je veux que le paddle se déplace vers la gauche. De fait, la vitesse doit être négative. Pensez que le X positif va de la gauche vers la droite. Donc je fais un set speeds. Je dis à l'entité, mets-toi une vitesse en X de moins speed module. Donc le speed module ici, il vaut
il vaut 350, de fait, mon paddle a une vitesse en X de moins 350. La vitesse en Y vaut 0. Donc si vous faites un move et que vous mettez un move left, votre paddle va se déplacer vers la gauche, en faisant bien sûr les updates. Si vous ne mettez pas l'update, il n'y aura pas de mise à jour par rapport au mouvement. Et de même, si vous lui passez non plus move left mais move right, eh bien le paddle va se déplacer vers la droite. Comment? On fait un set speeds avec un S. En premier argument, vous lui spécifiez la vitesse selon l'axe X, donc speed module, il est positif, je vais vers la droite cette fois, et en Y, 0 parce que je me déplace de façon horizontale. Okay, donc grâce à la même méthode move, on met le paddle en mouvement, et vous lui passez deux choses, soit le move left, soit le move right. Ok les amis? Et le paddle se mettra en mouvement évidemment grâce à mon set speeds avec un S. On met la vitesse en X et en Y. Premier argument, le X. Le second argument, c'est le Y. Le paddle, à un moment donné, quand on va relâcher la touche, il faut l'arrêter. Donc pour l'arrêter, on va créer une méthode stop. Voilà, tout simplement. Quand on voudra arrêter le paddle, on mettra stop. Que faut-il faire dans stop? Vous êtes des gens intelligents. Qu'est-ce qu'il faut faire en stop? Il faut dire au paddle de positionner ses vitesses en X et sa vitesse en Y à 0, tout simplement. Donc si je mets ces vitesses nulles, eh bien le paddle sera immobile, parce qu'il n'a pas de vitesse en X, et il n'y a pas de vitesse en Y. Donc il suffit de faire dans la méthode void stop, donc c'est une méthode qui appartient à paddle, d'accord? Quand on va construire un paddle, il y aura cette méthode si disponible. Vous faites stop, et bien à l'intérieur de stop, on dit un set speeds, donc on positionne d'entité avec une vitesse en X de 0, et une vitesse en Y de 0. Tout simplement. Enfin, il faut afficher le paddle à l'écran. On va appeler une méthode render, donc rendu à l'écran. Et on va afficher quoi? Eh bien, on va dire à l'entité de s'afficher elle-même. On va faire un super.render. En faisant super.render, je dis entité, dessine-toi à l'écran. D'accord? Donc le paddle étant une entité, l'entité connaît l'image, et bien de fait, il peut s'afficher à l'écran. Et le super render debug me permet de visualiser le rectangle de collision pour voir s'il ne faut pas que je fasse des inflates, que je réduise ou pas ce rectangle de collision. Donc super.render, vous affichez le paddle à l'écran, d'accord? Et le super.render debug va afficher le rectangle de collision. D'accord? Et comme l'update va être appelé et que le render va être appelé, donc on fait update, render, update, render. Le update va mettre à jour sa position par rapport à la vitesse que vous avez fixée. Il va résoudre des équations. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, et en X et en Y. Et comment faire un update puis un render? Eh bien, on va voir le paddle qui va se déplacer à l'écran. Mettons ça en œuvre maintenant dans le GameStage. Eh bien, ouvrons maintenant notre fichier GameStage. On va créer dans le GameStage un paddle, on est d'accord. Donc on va faire un private, on va créer un objet qui est contenu dans le GameStage, donc private. On appelle l'objet, c'est de type paddle avec un grand P, et on appelle l'objet, on lui donne un petit nom, on l'appelle paddle. Donc petit paddle sera un grand paddle si vous préférez. Et pour l'instant, adresse nulle. Mais on va tout de suite le construire dans le constructeur du GameStage. Alors comment construire le paddle? Le paddle attend deux arguments, la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Donc pour créer notre petit paddle avec un petit p, on fait un new, grand paddle, donc paddle c'est la classe, petit paddle ce sera l'objet. D'accord? Donc petit paddle, c'est un new grand paddle et il s'attend à avoir la largeur de la fenêtre. Eh bien, on lui donne, car on l'a reçu par construction, et la hauteur de la fenêtre, on lui fournit également ces paramètres. Donc de fait, ici, j'ai maintenant un petit paddle, j'ai un paddle. Il faut maintenant le faire bouger. Mais pour le faire bouger, il faut qu'il y ait action du clavier. Mais qui gère le clavier? Eh bien, le fameux G Input Manager. Donc regardons avant de rentrer ici, qu'est-ce qui se passe dans l'update? Donc on fait update, puis après render, update, render, update, render, ainsi de suite, d'accord? Donc dans le update, eh bien dans un premier temps, on va aller voir, on va créer une petite méthode. Alors, au lieu de tout faire dans cette méthode update, on va faire des petites méthodes qui vont être responsables de gérer le clavier si vous préférez. Donc on va input, ça on en parle tout de suite après, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien on dit à paddle de se mettre à jour. On fait un paddle, point, mais petit paddle, l'objet qu'on a construit au-dessus. Donc petit paddle, petit p, égale point, update. Il attend quoi? Le temps qui passe. Donc on reçoit le temps qui passe dans l'update, et bien on lui fournit dans le petit paddle. De fait, grâce à ma méthode paddle.update, eh bien mon paddle va se mettre à jour par rapport au temps qui passe. Il faudra afficher le paddle, donc il faudra appeler dans la méthode render de GameStage, et bien faire un petit paddle.render. Donc ici, je le fais bouger dans le update et ici, je l'affiche à l'écran. Mais pour le faire bouger, il faut que j'aille voir maintenant par rapport aux actions de mon clavier. Donc dans le input, quand je vais entrer dans le update, première méthode, c'est le input. Allons voir le input.
Donc vous êtes des gens très intelligents, je pense que vous allez comprendre assez vite. Il y a deux touches, la touche left et la touche right, qui ont keycode left, qui ont un keycode right. Si la personne appuie sur la touche gauche, de la touche directionnelle gauche, il faut que je dise à mon paddle de se déplacer vers la gauche. De même, si j'appuie sur la touche droite, il faut que je dise à mon paddle de se déplacer vers la droite. Et si je relâche la touche soit gauche, soit droite, eh bien il faut que je dise à mon paddle de s'arrêter. C'est le propos de la méthode ici. Qu'est-ce que je dis? Je demande à mon G-Input Manager, qui est responsable de gérer les touches du clavier. Et je lui dis, G-Input Manager, is keypress, donc il me renvoie true ou false. Donc écrire if G-Input is keypressed, on lui passe le left. Si c'est vrai, il va... Donc c'est la même chose que de faire ça, hein, on est tous d'accord. Je peux faire ça ou je peux faire ça, c'est la même chose. Donc si le G-Input Manager a bien repéré que la touche left a été appuyée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au paddle de se mouvoir .move et on va récupérer la variable que contient paddle, qui est une variable statique, move left. Donc je fais paddle, attention cette fois avec un grand P, c'est une variable qui appartient à la classe paddle, donc une classe générique, la classe mère de tous nos paddles. Donc la classe mère paddle possède à l'intérieur deux variables que sont move left, move right. Pour y accéder, vous faites grand paddle .move left. Donc si vous avez appuyé sur la touche gauche du clavier, grâce au G-Input Manager qui vous le renvoie, on fait G-Input Manager is keypress, il renvoie true ou il renvoie false. Si c'est true, on applique la méthode qui est en dessous. D'accord? Donc on fait move du paddle, move vers la gauche. De même, else if, si c'est la touche droite qui a été appuyée, comment savoir ça? C'est très simple, vous dites G-Input Manager is keypress et vous lui passez en argument la touche que vous voulez tester. Ici, c'est la touche right. Donc, si la touche directionnelle droite a été actionnée, donc c'est vrai, eh bien, que faut-il faire? Il faut dire au paddle.move, déplace-toi vers la droite. Et on récupère la variable que contient grand paddle, qui est une variable statique, move underscore right. Donc, grâce à mes méthodes isKeyPress left, isKeyPress right, je suis capable de détecter si la touche gauche ou la touche droite a été appuyer. Et si c'est le cas, on envoie au paddle la méthode move, déplace-toi soit vers la gauche, soit vers la droite. De même, il faut maintenant arrêter le paddle si on relâche la touche. Eh bien, on va demander au G-Input Manager si une touche a été relâchée. Comment? If G-Input Manager is key released, et vous lui passez left. Et attention, les doubles barres, c'est un ou. Donc, si on a relâché la touche gauche ou si on a relâché la touche droite, il faut dire au paddle de s'arrêter. Comment faire? On dit G-Input Manager is key released, point d'interrogation, avec à la point d'interrogation, à l'intérieur, vous lui mettez le left. Il vous renvoie true ou vous renvoie false. Ou, double barre, attention, c'est commencé, double barre, G-Input Manager is key released, mais cette fois right, il renvoie true ou renvoie false. Donc s'il y a eu un qui a été relâché ou l'autre, eh bien on dit au paddle de s'arrêter. On fait un paddle.stop. Mon paddle s'arrêtera. Pourquoi? Parce que la méthode stop va de façon interne positionner les vitesses en X et les vitesses en Y à des valeurs nulles. Votre paddle ne bougera pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc un petit résumé pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Dans mon game stage, je vais créer un premier paddle. Alors il n'y a qu'un paddle, mais on pourrait créer d'autres paddles. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je vais créer une variable de type paddle avec un grand P. Il est private, il appartient au game stage. On l'appelle petit paddle avec un petit P et on construit le paddle en faisant paddle égale un new grand paddle avec un grand P. Il s'attend à deux choses, la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Et bien on lui passe dans ses arguments. Il faut qu'on puisse actionner la touche gauche et droite pour bouger le paddle. Donc dans le update, la première chose qu'on fait, c'est on va regarder les touches. Donc on appelle la méthode input. Donc dans input, on dit au paddle, voilà, si la touche gauche est actionnée, tu vas vers la gauche. Si la touche droite est actionnée, est appuyée ou actionnée, on va vers la droite. Si on a relâché la gauche ou relâché la droite de la touche directionnelle du clavier, eh bien tu vas t'arrêter. Donc on fait des move left, move right ou stop. Donc attention les amis, si vous n'appelez pas la méthode, si je fais comme ceci, donc je n'appelle pas la méthode update, mon paddle ne bougera pas. Pourquoi? Parce que vous lui dites au paddle de faire un move left, move right, mais vous ne le mettez pas à jour. La mise à jour se fait par la méthode update. Et n'oubliez pas de lui passer le temps, parce qu'il a besoin de ce temps-là pour faire la dérivée. Donc c'est très important. Donc on le fait, on lui dit de move left, move right, mais n'oubliez pas à la fin de faire un update. S'il n'y a pas d'update, il ne se mettra pas à jour. Vous aurez beau appuyer sur la touche, votre paddle ne bougera pas. C'est très important le update.
Et enfin, n'oubliez pas de faire un render pour que le paddle s'affiche à l'écran. Allez, on va tester ça, on va faire des sauvegardes, on va faire un petit run. On doit avoir quoi à l'écran? Et bien maintenant, un petit paddle qui se situe au milieu en X, à la hauteur de la fenêtre en Y, moins 50 pixels. Quand je vais appuyer sur la touche gauche, il va se déplacer vers la gauche. Il n'ira pas plus loin que la gauche de mon écran, donc la position 0. Quand je vais appuyer sur la touche droite de mon clavier, le paddle va se déplacer vers la droite et ne dépassera pas la largeur de ma fenêtre. Allez, on teste ça. Run. Donc j'ai bien ma fenêtre ici, j'ai bien un petit paddle. Donc ce que vous voyez en blanc, ici c'est le rectangle de collision. Donc si on estime que le rectangle de collision est trop grand par rapport à la figure, eh bien on fera des inflects, on réduira un peu. Donc on va faire bouger, donc je touche ici la touche gauche, donc il va à gauche. Vous voyez, il ne peut pas dépasser le côté gauche. Et quand je vais à droite, il ne peut pas dépasser le côté droit. Et bien sûr, on peut se déplacer sur la gauche, vers la droite. Et quand je relâche la touche, le paddle s'arrête instantanément parce qu'on a fait des stops. On positionne la vitesse en X égale à 0. De fait, il s'arrête. Vous voyez, le paddle n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Il faut juste définir sa vitesse en X, lui dire qu'il faut qu'il aille à gauche, lui dire qu'il faut qu'il aille à droite. Au lieu de mémoriser des constantes que sont, je sais pas, 10, 20, on va mémoriser plutôt des chaînes de caractères qu'on aura plus facilement à retenir. D'accord ? Merci pour votre écoute et à la prochaine fois, on met en œuvre la balle. À très bientôt.